Bon, nous allons donc continuer ce cours de théorie du champ classique. Donc, nous commençons là où nous sommes arrêtés l'autre fois. Donc, la dernière fois, on a trouvé une nouvelle méthode de synchronisation. On a trouvé que cette ligne qui correspond à t égale Vx est la ligne de synchronisation, c'est-à-dire c'est la ligne qui correspond au zéro temps pour le repère mobile. Donc cet axe-là en rouge, c'est l'axe qui correspond à t égale Vx, ce qui veut dire aussi que c'est l'axe où t' est égal à 0. Donc ça représente l'axe x' du repère mobile R'. Donc, c'est l'axe x'. Sur cet axe, t' est toujours nul parce que c'est l'axe des x dans le deuxième repère mobile. Et donc, l'axe x égale vt, qui représente le mouvement du repère, c'est l'axe qui représente le temps t'. Donc, c'est l'axe aussi qui représente, ou bien là où x' égale 0. Donc, x égale vt correspond aussi à x' égale 0. Donc, cet axe-là devient l'axe t'. Donc, le repère mobile est représenté par cet axe x' et par cet axe t'. Vous remarquez que cette ligne, cette droite x égale vt et cette droite t égale vx sont symétriques par rapport à x égale t. Je vous rappelle que x égale t correspond au déplacement d'un rayon lumineux dans un repère où c égale à 1, donc c'est la première bisectrice où x égale à t. Donc ces deux axes, ces deux droites en rouge sont symétriques par rapport à la ligne de la lumière à x égale t. Donc, cette ligne t égale Vx, on l'appelle la ligne de synchronisation. Ça correspond au temps t' égale 0. Donc, c'est là où nous devons faire notre synchronisation. La conséquence de cette variation, c'est que deux événements simultanés dans un repère classique, dans un repère newtonien, ne seront plus simultanés en relativité. Donc, si dans un certain repère R, nous avons deux événements simultanés, ils ne sont plus nécessairement simultanés dans un autre repère, même si c'est un repère inertiel. Donc, dans ce cas, on n'a plus cette simultanéité des événements qui existent dans le cas de la physique newtonienne ou bien de la physique classique. Et c'est là où on peut faire une vraie synchronisation des repères, ou bien des horloges, en supposant que dans chaque repère, il y a une horloge qui mesure le temps des événements qui se produisent dans ce repère. Donc, c'est cette nouvelle synchronisation qu'on va utiliser, c'est la vraie synchronisation qu'on va dorénavant utiliser pour synchroniser les horloges entre plusieurs repères. Et vous remarquez que les axes x', t' de repères mobiles sont un peu inclinés par rapport à x et t. Donc, si x et t étaient perpendiculaires dans le repère au repos, bien dans le repère de l'observateur qui est au repos, pour un repère mobile ou bien pour l'observateur mobile, si on observe le deuxième repère mobile, ces axes seront inclinés par rapport à x et t, bien sûr du même angle, parce que c'est symétrique par rapport à x égale t. Et donc, si v augmente, l'inclinaison devient plus grande parce que v représente la pente de cette ligne de synchronisation. Bon, c'est notre nouvelle méthode de synchronisation. Nous allons passer maintenant à la définition de nouvelles transformations de coordonnées, parce que la transformation newtonienne que vous connaissez, qu'on a vue dans la dernière session,
c'était que x' dans le deuxième repère est égal à x moins vt dans le premier repère et que le temps était absolu, que c'est donc t était égal à t'. C'est la transformation classique newtonienne qui est utilisée depuis 3 siècles, depuis le temps de Newton. Elle est toujours valide, elle est toujours vraie, surtout pour les faibles vitesses. Bon, l'erreur ou bien cette non-validité de cette transformation newtonienne apparaît seulement pour les très grandes vitesses, pour les vitesses qui s'approchent de la vitesse de la lumière et surtout à la vitesse c qui est la vitesse de la lumière. Donc, il faut chercher une nouvelle transformation qui sera valide aussi bien qu'à faible vitesse qu'à aussi à haute vitesse, ou bien qu'à vitesse proche de la vitesse c. Donc, puisque cette transformation newtonienne est toujours valide aux faibles vitesses, donc elle n'est pas complètement fausse, mais il faut chercher une correction, il faut apporter une certaine correction à cette transformation newtonienne pour la rendre valide aux grandes vitesses. Donc, notre nouvelle transformation doit être plus ou moins fonction de cette ancienne transformation et lui apporter une petite modification aux grandes vitesses. Donc, on va prendre cette ancienne transformation, x' est égal à x moins vt, et la multiplier par une certaine fonction f. Bien sûr, cette fonction f, elle est fonction de la vitesse, parce que notre variable, ou bien la variable qui induit cette variation, c'est la vitesse. Donc, cette fonction f doit être une fonction de v. Donc, on va multiplier cette ancienne transformation par une fonction f qui est une fonction de v, donc par f de v. Et vous savez très bien, d'après notre nouvelle synchronisation, que t' égale 0 correspond aussi à t égale vx. Donc, si on prend t moins vx, qui aussi est égal à 0, donc t' est égal à 0, c'est le même de dire que ce 0 est aussi égal à t moins vx, puisque t égale vx. Donc t moins vx est égal aussi à 0. Donc t' égale 0. Donc on prend cette transformation, t' est égal à t moins vx, fois aussi une deuxième fonction g de v. Aussi g de v doit être une fonction de v comme f de v, parce que bien évidemment, la transformation ou bien la variation se fait en fonction de v. Donc, on a deux nouvelles équations, x' égale x moins vt fois f de v, et t' est égal t moins vx g de v. Donc, nous commençons à faire apparaître un peu la variation du temps. Bon, nous savons aussi que la vitesse de la lumière, elle est la même partout, dans tous les repères inertiels. Donc, ce qui correspond à x égale t et x' égale t', ou bien x égale ct, x' égale ct' si on prend t différent de 1. Bon, on va prendre le cas où x est égal à t. Donc, on va remplacer x par t. Donc, les deux équations deviennent, donc, les équations, nos équations x' égale x moins vt f de v et t' égale t moins vx g de v. Donc, pour avoir x' égale t', ou bien x égale t, les fonctions doivent être égales. F de v doit être égal à g de v. Sinon, x' pour un rayon lumineux, x' ne sera plus égal à t', ni x égale à t. Donc, c'est une évidence que nous avons besoin d'avoir f de v est égal à g de v. Donc, x' est égal à x moins vt f de v, et t' est égal à t moins vx fois aussi f de v. Bon, notre problème maintenant, c'est de trouver cette fonction f de v pour trouver la nouvelle transformation de coordonnées. On va utiliser un calcul très simple, qui est le calcul qui a été utilisé par Einstein lui-même
dans son premier papier qu'il a publié pour définir cette théorie de la relativité restreinte, on va utiliser exactement ce même calcul. Bon, il y a certaines considérations à prendre avant de commencer le calcul. Bien sûr, nous sommes dans des repères inertiels, toujours dans des repères inertiels, donc des repères qui sont en translation uniforme l'un par rapport à l'autre. Dans ce type de repères, vous le savez déjà d'après la mécanique classique, qu'il est impossible de savoir lequel de ces repères est en mouvement. Donc, est-ce que R' se déplace avec une vitesse V par rapport à R, ou bien c'est R qui se déplace à une vitesse moins V par rapport à R'? Il n'y a aucune mesure qui nous permet de le savoir, puisqu'il n'y a pas d'accélération. Donc, on ne peut pas mesurer d'accélération dans des repères inertiels. Donc, il est impossible de voir si c'est R' qui a une vitesse V par rapport à R, ou R qui a une vitesse V', ou bien R qui a une vitesse moins V par rapport à R'. Dans ce cas, notre transformation doit être symétrique. Que veut dire symétrique? C'est-à-dire, si nous avons x' égale x moins vt fois f de v, nous devons avoir aussi x qui sera égal à x' moins vt' fois f de v. Donc, en échangeant les coordonnées entre un repère R et un autre repère R', il faut que cette transformation soit symétrique. Donc, comme t' est égal t moins v fois f de v aussi, nous devons avoir t égale t' moins vx' fois f de v. C'est ce qu'on appelle une transformation symétrique. Donc, on va appliquer un calcul très simple. Ce calcul, c'est un calcul de remplacement. On va remplacer x' et t' par leur valeur donnée par ces équations. C'est-à-dire, on va prendre x. Donc, x, on va remplacer x' par x moins vt fois f de v. On va remplacer t' par t moins vx f de v. Donc, nous aurons cette équation fois f de v. Donc, fois f de v, donc on aura f au carré de v fois x moins vt et fois v par t moins vx. Donc, on développe cette équation. Donc, nous aurons x fois f carré de v moins v carré x fois f carré de v moins vt f carré de v plus vt fois f carré de v. Donc, on aura ce f carré de v en facteur fois x en facteur, et on aura un 1 moins v carré en facteur, parce que donc moins vtf carré plus vtf carré s'annule, il nous reste x fois 1 moins v carré par f carré de v. Donc, ce qui est égal à x. Et bien sûr, comme une évidence très simple du calcul, x doit être égal à x, bien sûr. Donc, cette quantité, elle est égale à 1. Donc, 1 moins v carré fois f carré de v est égal à 1. Donc, cette fonction f carré de v est égale à 1 sur 1 moins v carré. Donc, f de v, cette transformation, bien, cette fonction de v est égale à racine de 1 sur 1 moins v carré. Donc, ce qui correspond à 1 sur racine de 1 moins v carré. On remplace donc dans les équations, donc x', notre nouvelle transformation devient x' est égal, donc x moins vt fois f de v, donc c'est x moins vt sur racine de 1 moins v carré. Et t' qui est égal à t moins v de x fois f de v, donc c'est t moins v de x sur 1 moins v carré. Donc ces deux équations nous donnent cette nouvelle transformation de coordonnées entre R et R'. Cette transformation est appelée la transformation de Lorentz. Donc, c'est la transformation
en mécanique relativiste, en physique relativiste, qui nous donne la transformation de coordonnées entre deux repères inertiels, donc nous donne x' en fonction de x et de t, et nous donne t' en fonction de t et de x, et vice-versa. Bon, si nous sommes dans un repère où c est différent de 1, on prend la même équation, mais il faut faire un arrangement des dimensions. Je vous rappelle des analyses des dimensions que vous avez vues en première année dans le cours de mécanique classique. Donc, les dimensions doivent être conformes de part et d'autre d'une égalité. Donc, si d'un côté vous avez une longueur, le deuxième côté doit être une longueur. Si d'un côté vous avez un temps, l'autre côté de l'égalité doit être aussi un temps. C'est l'analyse des dimensions que vous avez pris au premier chapitre de la mécanique classique en première année. Donc, on a une quantité x', on a une quantité t'. Donc, si x et x' sont des longueurs, donc la vitesse, pour donner une dimension de longueur à la vitesse, il faut la multiplier par t. Donc, parce que la vitesse, c'est mètres par seconde, on multiplie par seconde, donc il nous reste le mètre. Donc, la quantité Vt aura la dimension d'une longueur. Donc, x ou bien x' et Vt ou bien Vt', ils auront tous la dimension d'une longueur qui a l'unité de mètre ou bien n'importe quelle unité de longueur. Donc, dans ce cas, si on divise V carré par C carré, on annule cette dimension, on annule la dimension. Donc, c'est une vitesse au carré divisée par une vitesse au carré. Donc, le dénominateur sera sans dimension. Et puis, on a x' est une longueur, x est une longueur, Vt une longueur, donc c'est vrai comme dimension. Il y a d'un côté, on a une longueur, d'un autre côté, on a une longueur, donc c'est la transformation avec un c différent de 1. En ce qui concerne le temps, bon, t' a la dimension d'un temps, v carré sur c carré, pas de dimension, donc le dénominateur n'a pas de dimension. Donc, voilà, on regarde ici, donc t est un temps, donc c'est bon. Vx, si on divise Vx par c carré, elle aura la dimension d'un temps parce que, donc, si vous divisez les unités, il vous reste l'unité de la seconde. Donc, t est un temps, cette quantité est aussi un temps. Et de l'autre côté de l'égalité, on a un temps. Donc, les dimensions sont correctes. Nous aurons cette transformation. Donc, t' est égal t moins Vx sur c carré sur racine de 1 moins V carré sur c carré. Donc, c'est aussi la transformation de Lorentz, la même transformation de Lorentz, mais avec une écriture qui prend en considération C si vous êtes dans un repère où C est différent de 1. Mais en ce qui concerne la continuité de ce cours, il est préférable d'utiliser toujours le repère où C est égal à 1, comme ça on aura une écriture beaucoup plus simplifiée. Donc avec cette transformation de Lorentz, on aura, c'est comme si les vitesses sont mesurées par une unité qui est l'unité C, donc qui est l'unité qui est la vitesse de la lumière. Bon, il y a des cas particuliers, des cas newtoniens, donc si V est beaucoup plus petite que C, on aura V carré sur C carré qui tend vers 0. Comme si V sur C est égal à 0,1, qui n'est pas très petite, mais bon, 0,1. Donc V carré sur C carré sera encore plus petit, 0,01. Donc, pour les vitesses très faibles, ce dénominateur se réduit à 1. Donc, si le dénominateur se réduit à 1, on a un retour à Newton. Donc, divisé par C carré aussi, ça devient cette quantité tend vers 0. Donc, on revient à T' égale T, à X' égale X moins Vt. Donc, pour les très faibles vitesses, on retrouve les équations de Newton. Comme ça, on a démontré donc que la physique de Newton
elle n'est pas complètement fausse, mais il faut apporter cette petite correction qui apparaît seulement aux grandes vitesses ou bien avec les rayons lumineux à vitesse C. Bon, bien sûr, notre translation est suivant X. Donc, Y et Z sont invariants. Donc, il n'y a aucune variation de Y et Z. C'est seulement une translation suivant X. Donc, notre changement ou bien notre variation se produit dans le plan XT. Donc, on a une variation de X et une variation de T. Si, bien sûr, la translation est suivant X. Si la translation est suivant Y, on aura une variation de Y et T, etc. On peut simplifier notre écriture en remplaçant la quantité 1 sur racine de 1 moins V carré sur C carré ou bien 1 moins V carré par gamma. C'est ce que vous avez vu dans le cours de physique moderne, je pense. Et la quantité V sur C, on l'appelle bêta. Bon, c'est juste une simplification de l'écriture, ça n'a aucun sens physique. Bon, bien sûr, gamma est une quantité sans dimension, parce que V carré sur C carré, il y a plus de dimension, et 1 pas de dimension. Donc, gamma est une quantité sans dimension. Il n'y a pas une unité pour ce gamma. La présence de gamma dans une équation indique une certaine dilatation, parce que gamma est une quantité plus grande que 1. Donc, vous avez une racine de 1 moins quelque chose, donc ce dénominateur est plus petit que 1. Donc, gamma sera plus grande que 1. Donc, la présence de gamma dans une équation indique une certaine dilatation, une certaine augmentation de cette quantité. Et bien sûr, 1 sur gamma, l'inverse, indique une contraction, donc la quantité qui diminue. C'est ce qu'on va voir avec, les longueurs et le temps. Bon, je vous donne un petit exemple numérique. Si bêta égale 0,87, c'est-à-dire si la vitesse est 87% de la vitesse de la lumière, gamma devient égal à 2, c'est-à-dire il y a des quantités qui vont être dilatées 2 fois ou bien divisées par 2. Pourtant, si vous augmentez aussi la vitesse encore plus, si vous arrivez à 99% de la vitesse de la lumière, ce qui peut se produire dans certains accélérateurs d'électrons. Donc, on a les moyens d'accélérer les électrons à 99% de la vitesse de la lumière. Si bêta devient 0,99, donc dans ce cas, gamma augmente jusqu'à 12. Donc, vous imaginez combien le temps va être dilaté dans ce cas, ou bien combien les longueurs vont être contractées. Bon, on va voir ça avec un peu plus de détails. On va voir maintenant comment les longueurs se contractent en relativité. Bon, on va supposer un observateur mobile qui observe un objet de longueur 1 mètre qui est placé dans un repère R au repos. Donc, si un objet a une longueur 1 mètre au repos dans R, donc il est placé, disons, ici entre 0 et 1, un objet de longueur 1 mètre. Bien sûr, sa courbe ou bien sa trajectoire dans le plan X égale XT sera cette ligne droite noire qui est parallèle à T parce qu'il est au repos, donc il est toujours à X égale 1. Et puis, quand le temps avance, il est toujours au repos, donc il ne change pas de position. Donc, sa courbe ou bien sa trajectoire dans le plan X égale T, c'est cette droite en noir qui est la droite X égale 1. X égale 1 et T est variable. Donc, pour un T quelconque,
sa position est toujours à 1. Donc, il y a une extrémité à 0, une extrémité à x égale 1. Et puis, en fonction du temps, il est toujours heureux. Bon, il y a un autre observateur mobile représenté par ce repère en rouge, donc ce repère x', t'. Bien sûr, x', c'est t' égale 0 ou bien t égale vx. C'est la même ligne de synchronisation. Eh bien, t' aussi correspond à x égale vt, qui est le déplacement de ce mobile à vitesse v. Donc, cet observateur, il va passer en face de cet objet qui est au repos dans R, et il va mesurer sa longueur. Bon, si cet observateur, il va détecter les deux extrémités de l'objet à deux instants différents, sa mesure est fausse. Elle n'est pas une mesure précise parce que ce sont deux mesures non synchronisées. Donc, ce n'est pas une vraie mesure. Pour vraiment mesurer la longueur de cet objet de longueur 1 mètre, il faut détecter les deux extrémités de l'objet exactement au même instant. Donc, cet observateur mobile qui passe en face de cet objet doit détecter cette extrémité et cette extrémité exactement au même instant. Pour le repère mobile, s'il est en train de détecter les deux extrémités à t égale 0 ou bien à t' égale 0 dans son propre repère mobile, il mesure t' égale 0. Bon, t' égale 0, dans ce cas, ne correspond pas à ce point, correspond au point A. C'est ce qu'on a vu avant dans l'étude de la synchronisation. T' égale 0 ne correspond pas à ce point indiqué par le numéro 1. T' égale 0 correspond au point A. Donc, pour l'observateur mobile, il voit une extrémité de l'objet en 0, ou bien en haut, et la deuxième extrémité, elle est au point A. Donc, la longueur qu'il mesure, c'est la longueur OA, et pas O1. Bon, on va trouver cette longueur x' qu'il va mesurer en utilisant la transformation de Lorentz. Bon, donc vous remarquez que pour x égale 1, dans R, le point A, si on prend les coordonnées du point A dans R, il a un x égale 1, mais ça correspond aussi à t' égale 0. T' de point A, c'est l'axe t' égale 0. Donc t' de point A est égal à 0. C'est le point A. Bon, on a t' d'après Lorentz, t moins vx racine de 1 moins v carré. Bon, t' est égal 0, donc ct égale moins vx, donc c'est un point de synchronisation de cette droite. Bon, ça on le sait. On passe maintenant à x'. X' d'après Lorentz, c'est x moins vt sur racine de 1 moins v carré. Bon, on remplace t par sa valeur. Dans ce cas, le point A, il a une coordonnée, ou bien t de point A est égal à Vx. Donc, on remplace t par Vx, on aura V carré x. Bon, donc x est égal à 1. Donc, dans notre cas, x égale à 1 parce que la longueur de l'objet est égale à 1. Donc, c'est 1 moins V carré sur racine de 1 moins V carré. Donc, c'est égal, x' est égal à racine de 1 moins v carré. Racine de 1 moins v carré correspond à 1 sur gamma. Donc, ce qui est une quantité plus petite que 1. Donc, x est égal à 1, x' est plus petit que 1. Donc, l'objet, dans le repère mobile, il a une longueur plus petite que 1 mètre. Donc, il apparaît plus court. Il est plus court dans le repère R' que dans le repère R. Bon, est-ce que c'est de la magie? Bien sûr que ce n'est pas de la magie. Est-ce que c'est des fantômes? Bien sûr que ce ne sont pas des fantômes. C'est juste une simple mesure de deux points différents dans l'espace-temps.
Parce que maintenant, en admettant cette représentation x égale xt, ce plan xt, ou bien ce plan x', t', nous nous trouvons dans une représentation appelée l'espace-temps. Donc, dans cet espace-temps, l'extrémité pour un observateur dans R se trouve ici, sur ce point qui est égal à 1. Pour l'observateur mobile, l'extrémité se trouve au point A. Donc, les deux observateurs, ils mesurent deux points différents. C'est pour cela que les longueurs observées par les deux observateurs sont deux longueurs différentes. Donc, pour l'observateur mobile, cette longueur qui était 1 mètre apparaît, ou bien il mesure une vraie mesure. Ce n'est pas une apparition, ce n'est pas de la magie. Il fait une vraie mesure, et cette vraie mesure dans le repère R' nous donne une longueur qui est plus petite que 1, d'où nous disons qu'il y a en relativité, pour les objets mobiles, il y a une certaine contraction des longueurs. Les longueurs sont plus courtes quand elles sont mobiles. Donc, c'est l'effet de la relativité sur la contraction des longueurs. Bon, je passe maintenant à la dilatation du temps. Bon, on va supposer qu'il y a une horloge attachée à un mobile qui se déplace avec une vitesse v, donc sur la ligne x égale vt. Donc, il y a un mobile ou bien une horloge attachée à cet observateur mobile. Supposons que cette horloge mobile donc nous indique t' égale 1 seconde dans le repère mobile. Donc, l'horloge qui est en mouvement. Quand cette horloge en mouvement nous donne t' est égal 1 seconde, que sera t, le temps t, dans le repère initial x et t? Bien sûr, on va utiliser les mêmes équations de Lorentz. Il n'y a pas d'autre moyen que cette transformation de Lorentz. Bon, donc vous remarquez pour ce point, parce que l'horloge, elle est attachée à l'origine au'. Donc, elle se déplace toujours sur cette ligne rouge, sur x égale v. Donc, t' est égal à 1 correspond bien sûr à x' égale 0, parce que ça, c'est l'axe t'. Donc, ça correspond à x' égale 0. Donc, pour t' égale à 1, x' égale à 0. Donc, on remplace x' par 0. Donc, t est égal t' qui est égal à 1, plus vx' qui est à 0, sur racine de 1 moins v carré. Donc, ça, c'est gamma. C'est 1 sur racine de 1 moins v carré. C'est gamma qui est plus grande que 1. Donc, si t' est égal à 1 seconde, t aura une valeur plus grande que 1 seconde. Donc, il y a une dilatation de temps. C'est un autre effet de la relativité. C'est un effet inverse que sur les, ou bien inverse de l'effet sur les longueurs. Ici, on aura une dilatation. Le temps est dilaté. Donc, t est plus grande que une seconde. D'où, c'est l'origine du paradoxe des jumeaux. Je pense que vous avez entendu déjà de ce paradoxe. Donc, s'il y a deux jumeaux qui ont exactement le même âge, si on prend un de ces jumeaux, on l'envoie dans l'espace, faire un tour dans l'espace à une certaine vitesse. Et quand ce deuxième jumeau revient sur Terre, celui qui est resté sur Terre apparaît plus vieux que celui qui a déjà voyagé avec une vitesse v pour un certain temps, d'après ce phénomène de la dilatation des longueurs. Bon, là, il faut pas faire cette erreur de dire, ou bien de dire le temps est dilaté, ou bien l'indication de temps elle est plus grande dans R ou dans R'. C'est-à-dire, l'indication de l'horloge qui est au repos
est plus grande que l'indication de l'horloge qui est dilatée. Ça veut dire, mais vous allez me dire comment donc le temps il est dilaté. Si T est plus grande que T'. Oui, T est plus grande que T' parce que l'horloge T' ou bien l'horloge mobile, elle est plus lente que l'horloge au repos. C'est pourquoi le temps est dilaté. Donc, le pas entre une seconde et l'autre, il est dilaté. C'est pour cela que l'indication de l'horloge mobile est plus petite que l'horloge au repos. Donc, puisque le temps il est plus rapide dans le repère au repos, donc l'horloge au repos nous indique un temps plus grand. Le temps plus grand, le T qui est plus grand que T' veut dire que T' qui est dilaté. C'est-à-dire pour passer de 1 seconde à 2 secondes, ça prend plus de temps dans le repère mobile que dans le repère au repos. C'est la vraie définition de la dilatation de temps. Même si T' en nombre, elle est plus petite que T, mais c'est T' qui est dilaté. C'est-à-dire le pas entre 2 secondes ou bien entre 2 unités de temps, ça prend plus de temps que l'horloge au repos. Bon, on va voir maintenant ce qu'on appelle l'intervalle espace-temps ou bien l'intervalle spatio-temporel. Si vous êtes dans un espace euclidien, un espace classique newtonien, le plus court chemin entre deux points, c'est une ligne droite. Bon, une ligne droite dans l'espace, c'est le plus court chemin dans un espace euclidien. Mais en relativité, est-ce que ce sera toujours vrai? Bon, on va voir. On va prendre deux repères qui ont la même origine. Donc, un repère x, y. Je vais revenir à la représentation spatiale x et y. Et on va prendre un autre repère x', t, y', qui est en rotation autour de x et t. Bien sûr, l'axe de rotation passe par le point O, donc ils ont toujours la même origine. Bon, si on pointe ce point rouge, un point de l'espace, il aura des coordonnées dans le repère xt qui sont indiquées par ces lignes bleues, donc x et y dans le premier repère, et il a des coordonnées x' et y' dans le repère qui est en rotation. Bien sûr, x est différent de x' et y est différent de y'. Donc, les coordonnées eux-mêmes, x, y, ne sont pas invariantes. Mais il y a une quantité qui est invariante, qui est cette ligne rouge, qui est l'hypoténuse des deux triangles. Donc, ces deux triangles, ou bien ces deux rectangles, ils ont la même diagonale, qui est en rouge, qui est l'hypoténuse de ce triangle, ou bien l'hypoténuse de ce triangle. Cette ligne en rouge, elle est la même pour les deux repères, ce qui correspond à l'hypoténuse, donc à x carré plus y carré, ou bien à x' carré plus y' carré. Cette quantité, elle est invariante. Dans l'espace euclidien, ça c'est dans un espace euclidien. Bon, est-ce que dans l'espace-temps, est-ce qu'il est possible dans l'espace-temps d'avoir une quantité similaire qui sera aussi invariante dans l'espace-temps? Parce que pour avoir une loi physique qui est applicable dans tous les repères inertiels, cette loi doit être invariante. Sinon, ce n'est plus une loi physique. Donc, il faut toujours en physique chercher des quantités invariantes. Sinon, ce n'est pas de la physique. Il faut toujours chercher des quantités invariantes, des quantités qui seront les mêmes dans tous les repères.
Bien sûr, dans notre cas, des repères inertiels. Invariante, que veut dire invariante? Ce sont des équations qui seront invariantes à travers la transformation de Lorentz, qui est la vraie transformation de coordonnées entre un repère R et un repère R. Bon, dans notre espace-temps, donc les deux axes sont X et T. Bon, on fait une petite analogie. Est-ce qu'au lieu de prendre X carré plus Y carré, est-ce que si nous prenons T carré plus X carré, est-ce que ça sera toujours vrai? Est-ce qu'on a T carré plus X carré égale à T prime carré plus Y plus X prime carré? On va voir. En appliquant la transformation de Lorentz, donc on remplace T prime carré par sa valeur de Lorentz, donc T moins Vx sur racine de 1 moins V carré au carré. Et puis on remplace X prime, c'est-à-dire X moins Vt sur 1 moins V carré, sur racine de 1 moins V carré, etc. au carré. On remplace donc, d'après la transformation de Lorentz, on aura cette équation. Vous remarquez bien qu'il y a moins de Vtx, moins de Vtx qui ne peut pas s'annuler. Donc, cette égalité n'est pas vraie. Elle n'est pas vérifiée. Donc, cette quantité t carré plus x carré n'est pas invariante. On ne peut pas utiliser cette quantité comme invariante de l'espace-temps. Bon, puisqu'on a un moins de Vtx et moins de Vtx, donc essayons avec un signe moins au lieu d'un signe plus. Donc, de prendre la quantité t carré moins x carré. Est-ce qu'elle sera égale à t carré, t prime carré moins x prime carré? Bon, on va vérifier. Donc, si on met un signe moins là, donc on aura, si on met x carré en facteur, on aura v carré moins 1. Et si on met t carré en facteur, on aura 1 moins v carré. Et puis, on aura moins 2 Vtx, moins et moins, plus de Vtx. Donc, ces deux quantités vont s'annuler. On aura cette équation sur 1 moins V carré. Donc, on peut simplifier par 1 moins V carré. Donc, on aura X carré, bien sûr, V carré moins 1. On fait sortir le signe moins à l'extérieur et on simplifie par 1 moins V carré. Donc, on aura moins x carré plus t carré est égal à moins x carré. Donc là, ça doit être x prime carré moins t prime carré. Donc, nous trouvons que cette quantité, elle est vraie pour l'espace-temps. Donc, on peut utiliser cette quantité dans l'espace-temps. Donc là, ça, c'est une égalité vérifiée. Donc la quantité t' carré plus moins x' carré est égale à t carré moins x carré. C'est une égalité vérifiée. Donc notre quantité invariante de l'espace-temps, c'est t carré moins x carré ou bien x carré moins t carré, ça revient au même. Donc, c'est plutôt plus facile d'utiliser x carré moins t carré. Donc, la quantité, nous avons trouvé une quantité invariante qu'on peut utiliser en relativité dans tous les repères inertiels, qui est x carré moins t carré, ou bien x prime carré moins t prime carré. Invariante par la transformation de Lorentz, c'est une distance, elle représente la distance à l'origine dans l'espace-temps. Donc, si vous revenez à ce repère, ce x carré moins t carré, ou bien ce t carré moins t carré, dans l'espace-temps, ça représente la distance entre le point et l'origine O. Bien sûr, ce n'est pas une ligne droite. Je vous rappelle que nous sommes dans un repère à 4 dimensions, x, y, z et t. Donc, les lignes ne sont pas des lignes droites. Donc,
essayez un peu d'imaginer les choses en 4 dimensions. Ce n'est pas des lignes droites, donc on ne peut pas vraiment les dessiner. Donc la distance dans l'espace-temps, c'est x carré moins t carré, ou bien t carré moins x carré. Même si les coordonnées x et t ne sont pas eux-mêmes invariants, mais on a la quantité x carré moins t carré qui est invariante, qui représente une distance. Bon, vous allez me dire que cette distance peut être négative parce qu'on a un moins t carré. C'est vrai, c'est une distance qui peut être négative parce que nous sommes dans un espace maintenant non euclidien. L'espace-temps n'est pas un espace euclidien, donc la distance peut être négative. Nous allons voir ça avec plus de détails dans les chapitres suivants. Bon, bien sûr, si c'est différent de 1, donc on multiplie c carré par t carré, donc on aura x carré moins c carré t carré, ou bien x prime carré moins c carré t prime. Bon, nous allons prendre maintenant un petit exemple qui est un cas particulier. Bon, si 2 points sont situés sur la trajectoire d'un mobile, donc sur l'axe t', si vous voulez. Donc la distance qui les sépare dans le plan, dans le repère R', elle est nulle. Donc dans R', ces 2 points confondus, mais dans R, ils ne sont pas confondus. Donc c'est sur la ligne x égale vt. Donc sur la ligne x égale vt, on a x' est égal à 0. X' est égal à 0. Donc t' carré moins x' carré est égal à t' carré, parce que sur x' égale à 0. Donc, dans ce cas, puisque la quantité t carré moins x carré est invariante, donc t' carré moins x' carré est égal à t carré moins x carré, et dans ce cas, c'est t' carré qui est égal à t carré moins x carré, puisque x' est nul. Donc, que représente t' dans ce cas? T' sera la mesure de l'horloge qui a démarré avec le commencement du mouvement, donc à t' égale 0, et elle a commencé à compter le temps, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, etc., jusqu'à la fin du mouvement. Donc, c'est le temps mesuré dans R'. C'est ce qu'on appelle le temps propre, t' carré, ou bien aussi dans quelques références qui est représenté par tau carré. Donc, tau carré qui est t' carré, il représente le temps dans le repère mobile. Donc, si vous êtes dans un repère mobile, le temps que vous mesurez avec votre horloge, ou bien avec votre chronomètre, correspond au temps t' carré, le temps propre, qui est aussi par rapport à un autre repère qui correspond à t carré moins x carré, qui est une quantité invariante. Donc, on va faire une petite analogie avec un espace euclidien. C'est comme si cette quantité t carré moins x carré, elle est l'hypoténuse d'un triangle dans l'espace-temps. Vous allez me dire, cette hypoténuse, elle est plus courte que la hauteur du triangle, parce qu'il y a un signe moins. C'est vrai, je vous répète, nous sommes dans un espace non euclidien. Donc, la distance peut être négative et l'hypoténuse peut être plus courte que les autres côtés du triangle. Bon, pour un C différent de 1, donc ça devient x carré moins c carré t carré qui est égal à moins c carré t' carré. Bien sûr, x' est égal à 0. Donc, on multiplie le t carré ou bien le t' carré par c carré. Ça c'est toujours vrai aussi pour les quantités différentielles. Donc, dx carré moins c carré dt carré est égal aussi à moins c carré dt' carré. Donc, c'est toujours vrai mathématiquement pour les quantités différentielles. Et ça nous sera utile dans le calcul qui va suivre dans ce cours. Bon, donc on peut prendre toujours dx carré moins c carré dt carré qui est égal à moins c carré dt' carré. Bon, si on prend cette égalité, on la divise
par c carré dt carré. Donc, on aura dx carré sur c carré dt carré moins, donc c carré dt carré divisé par c carré dt carré devient égal à 1. Et c carré se simplifie avec c carré. On aura donc de l'autre côté moins dt' carré sur dt carré. Si on multiplie par un moins, on aura 1 moins de x carré sur c carré dt carré, qui est égal à dt' carré sur dt carré. Bon, bien sûr, le dx sur dt, c'est la vitesse v. Donc, si on remplace dx sur dt par v, et bon, bien sûr, dx carré dt carré sur v carré. Donc, on aura 1 moins v carré sur c carré fois dt carré est égal à dt' carré. Donc, dt', la différence de temps, bien la différentielle de temps dans le repère mobile, qui correspond à dt', est égal donc à la racine de 1 moins v carré sur c carré dt, ou bien racine de 1 moins v carré dans le repère avec c est égal à 1. Donc, notre temps t', le temps propre mesuré dans le repère mobile, ou bien taux, c'est l'intégrale de 1 moins v carré sur c carré par dt. Bon, je vous donne un exemple réel, un exemple numérique qui a été vérifié expérimentalement dans les années 70. C'est les Américains qui ont vérifié ça. Ils ont pris deux horloges identiques et synchronisées avec la vraie synchronisation comme on a vu dans la première vidéo. Donc, ils ont pris deux horloges identiques, synchronisées au même zéro, t égale 0, t' égale 0. Ils ont placé une horloge sur un satellite qui est en orbite circulaire autour de la Terre à une hauteur de 100 km à vitesse de 1000 km par heure autour de l'équateur, dans le plan de l'équateur. Donc, une horloge sur le satellite. L'autre horloge identique, elle est toujours sur Terre, elle est gardée sur Terre. Bon, on va trouver la période d'un tour autour de la Terre, mesurée par les deux horloges. Bien sûr, c'est une vitesse qui est très très faible par rapport à c. Donc, vous êtes avec une vitesse de 1000 km par heure comparée à 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Donc, la différence est énorme. Dans ce cas, v carré sur c carré tend vers 0. Donc, cette quantité 1 moins v carré sur c carré, donc ce sera comme si c'est 1 moins v carré sur c carré à la puissance 1,5. Donc, c'est la racine. Bon, si vous vous rappelez de cours de maths de première année, les développements limités que vous avez l'habitude de faire, donc 1 moins epsilon à la puissance 1,5, c'est 1 moins 1,5 epsilon, etc. C'est le développement limité que vous avez appris dans les cours de maths. Donc 1 moins v carré à la puissance 1,5, c'est la même chose si on fait le développement limité, c'est 1 moins 1,5 v carré c carré, plus, etc. Mais les autres termes seront très négligeables. On se limite à ces deux termes. Donc t', c'est l'intégrale entre t1 et t2, ou bien entre 0 et t si vous voulez, de 1 moins v carré de racine par dt, ce qui correspond à l'intégrale entre t1 et t2 de 1 moins 1,5 v carré c carré dt. Bon, c'est une quantité qui est indépendante de t, donc on peut la mettre à l'extérieur de l'intégrale. On aura l'intégrale entre t1 et t2 de dt, donc ce qui correspond à t2 moins t1. Donc t2 moins t1, c'est la différence de temps détectée par l'horloge sur Terre. Et pour trouver la différence t', on va multiplier ce delta t sur Terre par la quantité 1 moins 1,5 v carré sur c carré. Bon, donc
le temps T', ou bien T'2 moins T'1, ou bien delta T', le temps sur l'horloge mobile qui est attaché au satellite, il est égal à T2 moins T1 par 1 moins demi V carré sur C4. Bon, quelle est la différence de temps entre l'horloge sur Terre et l'horloge du satellite? C'est bien sûr delta T moins delta T', ou bien T2 moins T1, qui est l'horloge terrestre, moins T', qui est le temps à l'horloge mobile. Donc, on remplace T' par sa valeur, par T2 moins T1, la parenthèse 1 moins demi V carré sur C carré. Bon, il nous reste donc 1 moins 1 demi V carré, donc c'est T2 moins T1 par 1 demi V carré sur C carré. Bon, pour le calcul numérique, T2 moins T1, donc c'est un rayon circulaire, donc c'est le périmètre qui est 2π fois le rayon de la Terre plus la hauteur. Si le rayon de la Terre est 6400 km à peu près à l'équateur, plus 100 qui est la hauteur, divisé par la vitesse 1000. Donc cette différence devient, donc fois 1 demi, on enlève le 2. Donc vous faites le calcul numérique, vous aurez une différence d'à peu près 62 nanosecondes. Donc la différence par tour entre une horloge terrestre et une horloge qui se déplace dans un satellite à 1000 km par heure, la différence est à peu près de l'ordre de 62 nanosecondes par tour. Donc c'est un effet qui est observé réellement, vraiment, dans les satellites qui tournent autour de la Terre, par les effets relatifs. Bon, je pense que bon, je m'arrête là pour cette session. On continue donc avec d'autres informations dans la séance prochaine.